Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 368. Aujourd'hui on parle MMA et on va énormément en parler cette semaine parce que samedi soir on pourrait s'endormir avec un champion français à l'UFC. Après 2 tentatives ratées en 2022 et 2023, Ciryl Gane aura une 3e chance de pouvoir prendre la ceinture qui pour le moment appartient à Tom Aspinall. Une ascension au trône de l'anglais qui s'est faite sans combattre après que Jones l'ait laissé vacante suite à son départ de l'Orga. Ciryl Gane semble avoir fait la prépa la plus poussée de sa vie, mais Tom Aspinall a besoin d'une victoire pour asseoir ses légitimités. Alors qui sortira vainqueur de ce duel entre les 2 meilleurs poids lourds du monde? Entre informations récoltées ici et là et fine analyse globale et technique, comme d'habitude, Baba est à mes côtés pour en débattre aujourd'hui. Salut Baba. Salut Charles, salut Anto. C'est Fight Week. C'est enfin la Fight Week de notre nouvelle chance d'obtenir une ceinture à l'UFC. Donc beaucoup d'excitation, beaucoup même d'impatience. Excitation, en plus tu pars à Abu Dhabi jeudi, tu seras à bord de cage pour commenter le combat. Donc excitation cool. Renforcée par ce contexte. Ça c'est clair que c'est super cool et puis voilà, j'aimerais bien pouvoir commenter un moment de légende, ça va être sympa. Ouais. On espère que ce sera un moment de légende. Anthony Sterpini, il n'y aura pas de décalage horaire pour toi, mais tu vas être indispensable aussi sur cette Fight Week pour la rédaction RMC Sport. Ça va Anto? Ça va et toi? Ça va Baba? Ouais, ça va et toi? On est sur une grosse semaine et on espère que ce sera une semaine d'histoire en tout cas. Ce sera peut-être une semaine d'histoire. En tout cas, c'est parti pour le RMC Fighter Club preview d'un UFC 321 qui pourrait tout changer pour le MMA français. Le visage du MMA français, c'est Ciryl Gane. Et ça va le rester tant qu'il est là. Welcome to the UFC, Ciryl Gane. Vas-y Ciryl! Oui Ciryl! Oui Ciryl! Oui Ciryl! Tu peux le faire! Il a mis que 2 ans à prendre la ceinture intérimaire à l'UFC, c'est une dinguerie. I think he has the ability to be a world champion. We are going to try and get rid of Ciryl Gane for good. Tom is the ultimate heavyweight. He's phenomenal. He can do everything. Mais à l'UFC, il ne met que des KO. Gonna be one of the greatest fighters ever. Toute notre énergie, elle est orientée sur un seul truc. Comment on peut gagner ces putains de combats. Le reste, comme disent les Italiens, non me ne frega un cazzo. Tom a plus de pression que Ciryl. Il veut enfin prouver au monde qu'il mérite sa ceinture. It's his 3rd title shot, and if he doesn't win this one, he's never going to get a 4th. So I think there's pressure on both of us. Le vainqueur du combat entre Aspinall et Gane deviendra le poids lourd ultime. Et merci à Kylian Verhoff pour cette prod. Et on vibre aussi à travers les bandes annonces RMC Sport et le film RMC Sport qui est disponible sur le YouTube RMC Sport Combat, bien sûr, face à l'histoire, film de Romain Pougeot, de Joris Lopez, d'Antoine Rossi et des équipes de Nathan Franqui, avec, c'est vrai, beaucoup d'inside aussi que vous pouvez aller retrouver parce qu'ils ont eu et Tom Aspinall et Ciryl Gane dans leur préparation. Donc vous pouvez aller le retrouver tout de suite. J'en profite aussi pour vous dire que, comme d'habitude, vous, pour continuer à nous donner de la force, likez, abonnez-vous, quelles que soient les plateformes, et commentez aussi. Que vous soyez d'accord avec nous ou pas. On a vu beaucoup de réactions la semaine dernière, par exemple, sur l'épisode où on a débattu des carrières de Parnasse et de Doumbé. Donc continuez comme ça et ça fait toujours plaisir et c'est toujours intéressant de vous lire, même si de temps en temps vous pouvez avoir certaines critiques. En tout cas, on sera toujours là pour y répondre. On attaque le gros morceau, les amis, de cette fin d'année. Donc pour le MMA tricolore, l'UFC 321 est à Abu Dhabi samedi soir. Combat principal, Tom Aspinall contre Ciryl Gane. Ce sera sur RMC Sport et ce sera surtout en prime time avec ce fight qui devrait commencer aux alentours de 22h. Les gars, on dirait qu'il y a toutes les conditions qui sont réunies là pour que autour de cet événement, en tout cas en France, il y ait un vrai engouement. Ah ouais, là franchement, je pense que c'est un combat qui est très attendu par tout le monde. On en parle dans tous les médias qui sont sur la place, qui couvrent un petit peu de MMA, mais aussi les médias mainstream. Tout le monde y allait de son petit article, de sa petite interview. Donc il y a beaucoup d'attentes encore. Même si la pression cette fois-ci, je crois qu'elle sera un petit peu moins sur les épaules de Ciryl, mais il y a beaucoup d'attentes. Ah, la pression, c'est aussi tout l'enjeu et tout le sel de cette opposition dont on va débattre aujourd'hui. Mais c'est vrai que sur le contexte général du coup du fight, Anto, t'es d'accord avec Baba, il y a un engouement un peu particulier qu'on ressent. Est-ce que le fait que ça se joue aussi en prime time, je pense pas que ça joue parce que les gens ont peut-être pas encore intégré que ça allait être en prime time. Je veux dire de manière très générale, quand les gens parlent dans le grand public,
public, mais c'est vrai que le contexte est assez présent et je suis un peu d'accord avec Baba. Je sens qu'il y a un truc un peu particulier autour de cette Fight Week. Il y a vraiment un truc particulier et mine de rien, ils vont le sentir petit à petit. Là, c'est le début de semaine, donc nous, oui, on est centré sur le MMA, donc oui, on commence à être excité, on est stressé depuis la semaine dernière après la victoire de Manon. Mais là, les médias mainstream, il y a beaucoup d'articles papier, ça va rentrer dans les mémoires, ça va rentrer. Oui, c'est en prime time. Vous pouvez le voir le combat, c'est à 22h, 22h30. Et en plus, Cyril Gane, les gens le connaissent, pas seulement ceux du MMA, donc ils vont se rappeler de la personne qui a affronté John Jones, qui a affronté Ngannou, qui a fait vibrer tout le monde, tous les fans de sport aux UFC Paris. Donc petit à petit, je dirais que le prime de la connaissance, ça va arriver mercredi, jeudi. Tout le monde sera au courant. On attend encore les autres médias un peu plus gros, un peu plus mainstream, même les médias gênés qui peuvent encore parler du combat de Cyril Gane. Ouais. Je pense qu'on en parlera d'autant plus si ça gagne. Évidemment, l'impact sera totalement différent. Et on va dire la vérité, même nous, chez RMC Sport, on le voit déjà dans ce qui se prépare. Si ça gagne, il y a déjà des choses de prévues qui ne se feront pas si Cyril Gane perd. Ouais. Donc même à notre échelle ici, sur un média spécialisé, RMC Sport et multisport, RMC la radio, je veux dire, mais en tout cas, il y a un impact différent, même chez nous, Baba, si Cyril gagne et si Cyril perd. Bien sûr, tu le vois dans les couloirs, les gens qui posent la question, alors vous partez quand et comment ça va se passer, qu'est-ce que tu en penses, tout le monde est dessus, autant chez nous qu'ailleurs, et ça fait plaisir de voir ça, parce qu'après 5 ans de MMA légalisé en France et officiel avec l'UFC qui arrive, les gens arrivent à comprendre certains enjeux, presque autant, là on est quasiment sur la même chose qu'un Français qui disputerait un championnat du monde en boxe, tu vois, ça va faire le même délire. Ouais. Et peut-être même au-dessus, parce que si on prend certains derniers championnats du monde pour des Français, je suis pas sûr que l'engouement soit aussi intense que ça l'est ici. Stat assez dingue aussi juste sur le lieu, si c'est autour de 22h, c'est que c'est à Abu Dhabi, parce que du coup il y a que 2 heures de décalage horaire. C'est Loïc Moreau de la rédaction RMC Sport qui a souligné cette stat, mais c'est la deuxième ville à avoir accueilli le plus UFC dans l'histoire de l'organisation. La première évidemment c'est Las Vegas, il y en a je crois à peu près 250. Là on est sur une vingtaine à Abu Dhabi. Ça je trouve ça assez dingue. C'est vrai que depuis le Covid, il y a eu l'habitude d'aller là-bas. C'est un endroit aussi qui rapporte un nouveau marché pour l'UFC. Donc avec un fight avec 2 Européens, c'est pas forcément étonnant qu'ils aient choisi de le faire là-bas. Non, c'est pas étonnant. Et puis pour rentrer aussi un petit peu plus profondément dans le sujet, déjà il y avait des liens préexistants avant le Covid. Le Covid a fait que la fameuse bulle et Yas Island et Fight Island en fait a fait que ça a beaucoup renforcé les liens. Et puis surtout, faut pas oublier qu'ils sont entrés au capital de l'UFC à Abu Dhabi. Donc forcément, il y a des privilèges qui vont avec, et ça fait un numéroté à cette période-là toujours, et un Fight Night en été qui ressemble à un numéroté en tout cas, vu les oppositions qu'il y a. Carte de l'UFC 321, Anto qui a de la gueule quand même, Rakic Mourzakanov, Volkov Almeida, Oumar Nurmagomedov contre Bautista, et puis t'as Dern, Jandiroba qui vont se disputer une ceinture chez moins de 52 kilos. Clairement, même si c'est une bonne carte avec des fights intéressants, l'événement repose sur le combat principal et ce championnat du monde des poids lourds. Oui, bien évidemment, la carte s'est remplie de combattants classés. Il y a même la demi-finale des poids lourds avec Volkov Almeida, mais clairement Aspinal Gane, la catégorie des poids lourds en elle-même, porte la carte à l'UFC 321. C'est à Abu Dhabi, donc forcément, ils mettent tout en œuvre, que ce soit l'UFC et même Abu Dhabi met en œuvre pour avoir une belle promotion. Et quoi de mieux que les hommes les plus fascinants du monde, les poids lourds. En tout cas, on va rappeler le contexte et pourquoi et comment s'est fait ce combat entre Aspinal et Gane, parce que ça en dira beaucoup sur les enjeux pour l'un et pour l'autre. Mars 2023, John Jones débarque chez les lourds et bat Gane pour prendre la ceinture. Puis il attend plus d'1 an et demi pour faire sa seule et unique défense contre Stipe Miocic. Dans ce temps-là, Aspinal était devenu champion par intérim. Il était donc le challenger légitime à la ceinture, sauf que Jones, concrètement, il a esquivé ce fight. Et du coup, il a bloqué la catégorie. Le 21 juin dernier, l'UFC officialise que Jones quitte l'orga. Aspinal devient alors Undisputed Champion, mais sans combattre. Résultat, Aspinal n'a fait que 2 combats en 2 ans, dont le dernier en juillet 2024. Et comme il est expéditif, en fait, il a fait que 2 minutes 09 de combat effectif dans la cage sur les 2 dernières années. Pour vous, est-ce que ce combat, c'est une recherche de légitimité pour Tom Aspinal ?
Ouais, il a pas mal de pression parce que même s'il a une légitimité sportive et que ce qu'il a fait, ça colle à la rétine en fait des gens, exploser des poids lourds comme ça en un round au maximum 2, c'est quand même fort. Ceci étant, avec tout ce qui s'est passé avec Jones, maintenant l'attente du public elle est simple, c'est bon, est-ce que tu es vraiment ce gars-là? T'as beaucoup parlé, t'as voulu prendre le champion, tu disais que tu pourrais le battre, toi, la légende, et tu peux pas perdre contre Gann en fait. Si tu nous dis ça depuis un an et qu'au final t'arrives à perdre contre un gars que Jones il a battu en 1 minute, ben, tu vas perdre toute crédibilité et les gens ils vont être très durs avec lui. Mais lui en perso, sans de comparaison avec Gann pour l'instant, est-ce qu'il a autant à perdre qu'à gagner? Est-ce que tu penses que la victoire apporterait simplement une petite légitimité dont il a besoin et la défaite lui ferait vraiment redescendre de 12 étages, parce que la chute serait terrible pour lui s'il perd sans jamais avoir gagné cette ceinture réellement en combattant? Est-ce qu'il a plus à perdre qu'à gagner en perso, Aspinall? Ouais, je pense qu'il a plus à perdre, bien sûr qu'il a plus à perdre. Il a vraiment son statut de champion poids lourd, il doit l'obtenir en battant Cyril Gann, même si il a battu Pavlovich qui était quand même un combattant important de la catégorie. Je vais pas enlever du crédit à cette victoire là, Aspinall, mais Pavlovich, même s'il avait créé une belle série de KO et qui s'était hissé au sommet du classement, à mon sens, là, il affronte son premier adversaire en mode Ngannou, Jones, etc. Là, c'est le gars. Là, c'est un de ces mecs-là. Et on va voir de quoi tu es réellement capable contre un poids lourd élite qui a été champion intérim de la catégorie. Ouais, Anto, les deux options, c'est soit. En plus, il est largement favori des cotes, très très largement, même d'ailleurs de manière un peu trop poussée, je trouve, de la part des. Mais bon, tant mieux pour ceux qui vont jouer sur Cyril Gann, parce qu'il y a quand même quelque chose à faire. En tout cas, il peut être soit le champion qui n'a pas le choix, qui doit gagner, soit le grand perdant de cette soirée, Spinal. C'est ça. C'est pour ça que dans le film de Romain Pougeot, ils le disent, oui, Cyril Gann a la pression parce que c'est sa 3e chance pour le titre, il n'en aura peut-être pas de 4e. Mais Tom Aspinall, il le dit même de lui dans une interview donnée à nos confrères de TNT, la chaîne anglaise, je n'ai jamais gagné le titre incontesté. Donc si lui-même se le dit, c'est que lui ne se considère pas encore comme champion de la catégorie. En battant Cyril Gann pour la ceinture incontestée, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Baba, mais en disant ça, il considère que la ceinture incontestée, elle est vacante. Ouais. Et je trouve que ça va mettre à son crédit, ça. Bien sûr, non, mais c'est vraiment parfait pour lui en disant je n'ai pas encore gagné cette ceinture, je l'ai. Il n'y a pas de souci, je suis le champion, mais j'ai pas ce tampon qui fait que je suis champion de la catégorie. Donc combattre Cyril Gann, oui, tu vas pouvoir l'avoir si tu bats Cyril Gann. Le problème, c'est que rien n'est pour lui. La cote de Cyril Gann, elle est à 4. Aux États-Unis, elle est bien plus je crois forte. qu'elle est légèrement descendue ces derniers jours. Là. Elle est un peu passée descendue, de presque 4 à 3,20, etc. Elle était à 4 et quelques et 3,20. C'est énorme. C'est énormissime, démesuré. Non, mais il a raison, Anto, c'est important. Tu sais, les Américains, ils ont un nom pour ça. Quand tu récupères une ceinture officielle mais que tu n'as pas combattu, ils appellent ça un male champion. Tu l'as reçu par la poste en fait, ta ceinture. Et c'est vrai qu'on l'oublie. Et c'est pas Baba qui dit ça, c'est les Américains. Moi je ne dénigre pas et je considère qu'actuellement lui et Cyril sont les meilleurs combattants de la KT. On a une finale. Moi je suis super content, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un combat poids lourd qui m'excite à ce point-là. Moi je suis vraiment heureux de voir ces deux-là s'affronter. Comment vous l'avez senti, Thomas Spinall, dans les contenus qu'on a pu voir récemment, notamment l'interview qui est en longueur sur RMC Sport Combat YouTube? Moi, Spinall, je l'ai trouvé assez serein, tu vois. Il dit que ça y est, maintenant, il a 32 ans, je crois, il a ses gosses, il est aussi dans un mindset un petit peu différent. Je pense qu'on va avoir 2 nouveaux combattants là qu'on n'a pas forcément déjà vu avant, que ce soit Spinall ou Gann. Je sais pas comment vous le ressentez, vous. C'est les poids lourds, c'est 2 combattants qui ont sensiblement le même âge et qui arrivent à une certaine maturité en tant qu'homme et en tant que combattant. Ce qui est bien avec les poids lourds, c'est que ta maturité, c'est pas à 25 ans que tu l'as, c'est bien plus tard en tant que combattant, tu vois, athlétiquement parlant, de la compréhension du game, etc. Donc c'est 2 combattants qui sont réellement dans leur prime. Même si certains pourraient penser le contraire avec Cyril, pas du tout les gars. Avec les choses qu'il a mis en place, il est dans son prime et c'est pour ça que tous les deux ont cette force tranquille, parce qu'ils ont vu des choses, ils ont subi certaines choses qui les amènent à leur dire tous les deux, et à Spinall, puisque c'est sur lui que tu poses la question, je suis tranquille en fait. Moi je suis tranquille avec la misère qui m'a fait l'UFC, que l'UFC et Jones m'ont fait sur l'année dernière là. Franchement, de combattre pour le titre et montrer ma valeur, c'est déjà super bien quoi, tu vois. Donc je peux comprendre qu'il soit serein. En même temps, des fois, tu sens de l'agacement aussi quand tu lui poses certaines questions. Tu sens aussi qu'il est un petit peu saoulé quoi. Ouais, un petit peu saoulé, et quand même il se cache pas.
il se cache pas, Thomas Spinal, parce qu'il souligne aussi que dans cette catégorie, c'est vrai que les records de longévité sont assez restreints, parce que c'est Stipe Miocic, je crois, avec 3 défenses, qui a le record du nombre de défenses. Et donc il dit, moi honnêtement, j'ai un niveau qui est supérieur à ça. Je me pense capable de faire mieux que ça, que 3 défenses. Donc c'est pas non plus, voilà, c'est pour ça que je dis que je le trouve serein. C'est que j'ai pas l'impression qu'il se cache derrière quoi que ce soit. Il assume quand même que il va vers l'avant et que son objectif c'est de battre des records. Mais il est en full confiance, Thomas Spinal. Baba a très bien pu le voir au moment de l'UFC Paris quand ils ont fait l'interview pour le film. Ouais. Les questions qu'on lui pose pour avoir regardé l'interview en entier dans notre base de données, je vois pas une once d'hésitation. Quand il répond à la phrase de oui, mais t'es champion intérimaire, il y a l'histoire avec Jones. Ouais, t'as jamais fait de 5 rounds. Bah, c'est très bien. Vous avez juste vu 10%. Si jamais un jour vous voyez 30%, bah, c'est déjà bien. Ouais. Mais la confiance qu'il dégage. Après, tu me diras, c'est normal, il est champion, il a éteint tout le monde. À chaque fois qu'il rentre dans la cage, c'est 2 minutes. Et quand il parle de longévité, lui, bien sûr qu'il peut faire mieux, parce que s'il gagne aujourd'hui, il a que des revanches, parce qu'il avait déjà éteint tout le monde avant. Donc les mecs qu'il a déjà éteints, bah, il peut les éteindre de nouveau pour avoir plus de 3 défenses. Et Aspinall, il l'a dit, il veut être un champion très actif. À 32 ans, je pense que quand tu es champion du monde poids lourd britannique, il a un statut qui commence à devenir celui d'une star. Il va être très bien remercié, très bien payé par l'UFC. Oui, il peut combattre. Lui, ça peut être le genre de combattant qui font 2-3 combats dans l'année. Donc en un an, il peut dépasser le nombre de défenses de titre de Stipe Miocic. C'est 2 ans qu'il a passé un petit peu dans l'antichambre de la ceinture. Est-ce que ça lui a fait, tu disais Baba que tu sentais un gars aussi plus accompli, c'est aussi mon avis, plus mature. Est-ce que ça lui a fait plutôt du bien, tu crois? C'est-à-dire d'arriver avec cette mentalité de mec qui a un petit peu vieilli aussi, qui a pris en expérience, même s'il n'a pas énormément combattu, voilà, ces années en plus l'ont fait évoluer. Est-ce que c'est bien que ça arrive à ce moment-là pour lui, une première défense? Ouais, je pense que oui. Je pense que c'est un bon parcours. Il a pu apprendre beaucoup sur ce qui se passe dans le game en dehors de la cage, avec toute cette histoire Jones, UFC. Il a compris que il y a ni pote ni mérite. L'UFC s'en tape complètement de ça en fait. Ils ont essayé jusqu'au bout de le faire, le combat avec Jones, peu importe qui le mérite ou qui le mérite pas. Et il a compris tout ça. En fait, il a compris qu'il devait faire son job parce que l'UFC lui ferait aucun cadeau et que même si c'est un poids lourd qui est super marketable, il lui ferait pas de cadeau. Donc ça va te donner en sérénité. Et puis la deuxième chose qui va être importante, rien ne remplace le temps dans la cage, le combat, c'est le plus important, c'est clair. Mais quand tu as du temps pour travailler sur tes points forts, pour vraiment affûter encore plus tes points forts, essayer de corriger 2-3 défauts, parce que t'es pas en préparation, t'es pas en train de préparer un gars, t'es en train de t'entraîner pour toi-même. Franchement, il y a tous les coachs qui te le diront, tous les combattants te diront, c'est toujours bienvenu d'avoir des périodes comme ça. Donc se renforcer sur ses points forts, c'est ce qu'il a peut-être pu faire pendant 2 ans. Il y a un truc qui est intéressant aussi, je trouve, par rapport à tout ça, c'est qu'on souligne beaucoup l'inactivité récente de Thomas Spinal, mais en fait, elle est la même pour Cyril. Parce que Cyril, même s'il a combattu un petit peu plus, puisqu'il est allé jusqu'à la décision contre Alexander Volkov, mais en fait, il a combattu que 2 fois en 2 ans. Donc depuis sa défaite contre John Jones, ses victoires contre Spivak en septembre 2023, UFC Paris, et puis contre Volkov, c'était en décembre 2024. Vous trouvez pas que ce jugement, il est fait uniquement pour Thomas Spinal, mais qu'on l'élude complètement du côté de Gane? Bah, c'est parce qu'on sait que Gane, il a fait... On juge comme ça parce que Spinal, même quand il est dans la cage, bah, ça dure pas longtemps. Alors que Gane, on sait qu'il peut faire 5 rounds. Il l'a fait à maintes reprises. Et aussi, le combat de Gane est un peu plus récent que celui de Aspinall. Mais c'est vrai qu'au final, quand tu regardes les stats, 2 ans, 2 combats, tu le disais, hein, Jones a bloqué la catégorie, mais il l'a bloqué pour tout le monde. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors forcément, Thomas Spinal, vu le statut qu'il avait et qu'il a eu ensuite de champion intérimaire, lui, il se devait d'attendre un combat pour la ceinture. Mais je sais pas, Baba, cette activité, toi, tu penses ou ce manque d'activité pour certains, mais voilà, si elle gagne, il sait les gérer aussi ces périodes-là. Ouais, et puis la grosse différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a subi l'inactivité, alors que l'autre, il a voulu. Il l'a choisi. Et ça, c'est complètement différent. Quand tu t'entraînes en espérant une date de combat et qu'elle ne vient pas, demande à tous les combattants qui existent. Il y a presque rien de pire pour un combattant. Tu t'entraînes, tu viens, tu sais, tu dois te motiver
pour faire tes 2 entraînements de la journée, tu fais ça 6 fois dans la semaine, sachant que tu n'as pas de date pour un combat, alors que toi tu la veux et que c'est pas dans tes mains. La frustration, elle est extrême en fait. Mais c'est Thomas Spinal qui disait il a fait 3 camps d'entraînement. Ouais, c'est horrible. Paul Jones, il en a fait 3. C'est vraiment super chiant. Alors que Cyril, il est en train de faire son tournage. Tu sais, il faisait ses Ouais. trucs. Lui, il a voulu cette inactivité-là. Seul détail positif dans cette catégorie, c'est que t'as pas de. Le poids n'est pas trop une question. Si ça arrive vite, si tu sais que tu as un combat dans 2 mois, tu es chez les poids lourds, il faut juste que tu fasses moins de 120 kilos, ça joue aussi. Ce côté-là, ça relâche le mental quand même. En fait, ouais, alors. On croit pas, parce que les petites catégories, il faut faire le poids et tout, mais poids lourd, mais c'est pire. C'est pire. Je peux parler, puisque je suis un poids lourd. En fait, nous, quand on mange, ça part en cacahuète direct en fait. Ouais. Direct. Tu manges une semaine en faisant pas attention. Et rapidement, tu commences à t'éloigner des limites intéressantes. Aspinal, je pense qu'il peut très facilement arriver à 130, 135 kilos s'il ne s'entraîne pas, tu vois, s'il ne fait pas attention. Donc, il y a encore ce truc-là aussi, cette diète. C'est compliqué. Je crois que Cyril aussi, il peut monter pas mal s'il se laisse aller. Bon, c'est pas quelqu'un qui se laisse beaucoup aller, mais il y a ce truc-là où tu dois, même chez les poids lourds, c'est réel. Dana White, est-ce que vous l'avez beaucoup entendu sur ce combat ? Moi, je trouve qu'il se fait assez discret. Hein. Il n'y a pas beaucoup de déclarations. J'ai un petit peu fouillé là, avant de descendre en studio, mais c'est vrai que je le trouve assez discret. Et concrètement, le résultat dont lui, il aurait envie, c'est Thomas Spinal. Déjà, la seule fois où je l'ai entendu sur le combat, c'est quand il l'a annoncé. Et encore, c'était pas l'annonce où il se met devant et il crie, il devient tout rouge. La vraie annonce Dana White, celle qui te hype. Lui, dans la logique des choses, oui, il aimerait que Aspinal l'emporte. Parce que oui, il y a un marché aussi à conquérir, un marché qui est marketable, et lui, là, sa préférence va à Aspinal. Oui, je pense en tout cas. Parce que, c'est ce que je disais dans je sais plus quel épisode de la semaine dernière, à un moment il va arrêter de mentir. Et il va annoncer que Jones sera bel et bien à la Maison Blanche, et évidemment qu'il voudrait Aspinal en face. Il voudrait Pereira en face, je pense, si c'était son choix numéro 1. Là, le truc qui court, c'est pour la BMF, Pereira Jones pour les BMF. Ouais, voilà. Donc il voudrait l'un ou l'autre. Donc j'imagine qu'il préférait peut-être Aspinal. En tout cas, qui préfère l'un ou l'autre, c'est vrai que maintenant que tu me le dis, c'est un peu bizarre qu'il n'en parle pas du tout. Ah ouais, moi aussi, ça m'a étonné. Combat pour le titre poids lourd. Ouais, il fait rien. J'ai voulu chercher, tu vois, c'est vraiment ça. J'ai voulu chercher pour avoir un petit peu, essayer de comprendre son ressenti, essayer de lire entre les lignes, mais il y a rien en fait. Non, je sais pas si on m'a posé la question en conférence de presse des derniers events, je crois pas. Mais non, t'as raison. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Je sais même pas s'il est là. Genre dans la Fight Week, vous pourrez le dire, vous serez là-bas. Je crois qu'il reste au Moyen-Orient là pendant 1 mois ou 2. Il a des choses. Il y a des choses à régler. Ouais. Ok, il y a à faire. Il y a 2-3 bails à régler pour l'ami de Dana White là-bas. Bon allez, on va se concentrer sur Cyril Gane qui pourrait donc ramener la ceinture des poids lourds en France. Ce serait un premier titre unifié pour le MMA tricolore. Avant de parler de sa prépa et du game plan adopté, déjà par rapport à ses 2 premières tentatives contre Ngannou et Jones, là avec Aspinal, nous on en a parlé sur des plateaux qu'on a fait pour la télé RMC Sport Baba la semaine dernière, mais on va le redire, on va essayer de refaire un point. Mais où est-ce que vous situez cette adversité qui est Thomas Aspinal aujourd'hui par rapport à ce qu'il a déjà connu dans ses 2 premiers title shots ? Ouais, pour moi là, il a déjà vu potentiellement, ou en tout cas sur le papier, il a déjà affronté 2 plus grandes stars que ça. Bien plus grande star que ça, que ce soit Francis ou John Jones évidemment. Donc en termes de notoriété, en termes de pression inhérente au combat, parce que tu affrontes un mec. En fait, il y a eu 2 cas de figure assez particuliers. Il a affronté celui que tout le monde considère comme le plus grand. Donc ça, c'est une grosse galère. De toute façon, en Fight Week et tout, et on l'a vu. Et il a affronté un frère d'armes avec qui il a partagé les tapis, avec tout le drama qu'il y avait avec Fernand au milieu. Donc je pense qu'il a vécu 2 Fight Week merdiques. Et que là, pour le coup, il va vivre une Fight Week à peu près normale, et que ça va changer beaucoup de choses. Donc ouais, je pense que c'est intéressant pour Cyril d'affronter un gars qui a peut-être moins de notoriété que ça. Ouais, l'approche de ce combat plus sereine parce que moins de pression, rapport au fait que ce soit ni Ngannou ni Jones en face. Mais on parle de notoriété, mais je pense ne pas me tromper quand je dis que c'est Cyril Gane qui a plus de followers sur tous ses réseaux sociaux qu'Aspinal réunis. Je suis même persuadé que sur juste Insta, on prend tous les réseaux sociaux d'Aspinal, on les combine, Cyril Gane a plus de followers. Ça va peut-être être, oui, au niveau de l'UFC, c'est Aspinal qui vont essayer de mettre en avant, c'est Aspinal le champion, mais il y a beaucoup moins de pression parce que Cyril Gane, il l'a déjà connu, et puis mine de rien, je pense que même à l'international, c'est Cyril Gane la star du combat.
C'est possible. Ouais, dur à dire. Médiatiquement, en fait, parce que sportivement, ok, mais médiatiquement, ça serait Cyril Gane. Mais du coup, ce combat, moi, je vais rejoindre ce que disait Baba tout à l'heure. En fait, je pense que c'est un combat qui avant tout est hyper crédible sportivement. Là où, par exemple, Jones, on n'avait aucune référence en poids lourd, il venait de monter, et du coup, c'était la star John Jones qui absorbait toute la lumière. Et du coup, la pression, elle était ressentie partielle. Là, c'est le sportif, je trouve, qui est valorisé dans ce combat, tu vois. Même dans les analyses, dans les. Ça manque de 2-3 petites. Il y a trop de sport, les gars. Il y a trop de sport. Il y a 0 américain dans l'histoire, donc c'est pas tout à fait ce qui normalement plaît à Dana. Il y a aussi ce truc dont on a déjà parlé avec Baba, mais ce côté passionné de Cyril Gane, qu'il n'est pas vraiment par rapport au MMA, là où Tom Aspinall lui a toujours baigné dedans, parce que son père, coach de Jiu-Jitsu, donc c'est vraiment un truc dans lequel il a toujours baigné. Moi, j'ai eu l'impression que ça a pu desservir Cyril Gane dans ses précédentes Fight Week et dans ses précédents combats pour la ceinture. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. J'ai l'impression que justement ce côté détaché, il l'a toujours, et c'est ce qui lui permet d'être fort et aussi détaché quand il est dans la cage, et qu'en même temps, il a fait une prépa qui était tellement différente de celle qu'il a connue, puisqu'on va en parler, elle a été XXL, elle a été complètement différente de toutes celles d'avant. Et ben, ce côté détaché, ça l'aide, et je pense que c'est ça qui va l'aider samedi soir dans la cage. En fait, si tu veux, c'est bien de parler de ça. Pour 2 raisons. La première, c'est que déjà, Cyril Gane, il a fait une série de combien de victoires pour arriver à la ceinture intérimaire? 7, je crois. 7 victoires. Ouais, je crois pas que c'était une autre personne que celui qu'il était pendant la Fight Week de Jones. D'accord. Donc il jouait pareil aux jeux vidéo, il faisait pareil ses trucs, il était pareil détaché. Ça a très bien fonctionné. Fameux jeu vidéo et donc tu trébuches une fois et puis il faut tout remettre en question. Donc je trouve ça un peu facile. La deuxième chose, vraiment, et là c'est vraiment une histoire d'histoire du game, d'histoire du combat. Il y a tous les profils dans le combat. Mais j'ai vu des mecs, c'était juste scandaleux. C'est-à-dire que toi, tu vas pas être un talentueux, donc tu vas à l'entraînement, tu vas devoir faire tous tes entraînements de toute la semaine pour pouvoir t'assurer de faire quelque chose de correct. Moi, j'ai vu des mecs arriver en touriste avec un short de foot, faire 3 entraînements et arriver au combat. Et faire du masterclass de malade parce qu'ils ont ce talent-là, tu vois. En fait, il y a de tout dans le combat. Il faut arrêter de mettre toute cette énergie à essayer de se dire il n'y a qu'une seule approche, c'est d'être la tête dans le guidon, d'être dans un égout et de la tête dans ta capuche et de penser combat. Non, chacun a ses manières différentes d'aborder. C'est quelque chose de terrible, le combat. La Fight Week, c'est quelque chose à vivre. Franchement, c'est une galère. Tu passes par toutes les émotions et chacun a sa manière différente de gérer les émotions dans la vie. Tu vois, pour le combat, c'est la même chose. Donc, Cyril, c'est quelqu'un de détaché dans la vie. C'est pour ça que son surnom, c'est Bon Gamin. Tu vois, c'est un mec qui est comme ça. Je pense que c'est un mec qui, je vais pas dire dilettante parce que c'est un mot qui est péjoratif, mais tu vois ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui est tranquille, qui est serein. Que j'imagine que quand un problème arrive, il va le gérer comme ça. Tu vois. Et, écoute, on va faire en sorte que ça marche et puis c'est tout. Si ça marche pas, on avancera. Donc il faut être dans le combat le plus proche de ta personnalité dans la vie. Il faut pas t'inventer un personnage en fait que tu n'es pas. Ce que Sean O'Malley a dit. Il a dit j'ai toujours voulu ressembler à un type de Conor McGregor et je me suis perdu. Et après, dès que j'ai perdu, je me suis tout de suite remis en question de mais en fait, c'est pas moi. Après, Sean, il s'est perdu en un sens, mais il s'est aussi trouvé grâce à ça. Parce que sans ce show-là qu'il a peut-être pompé à Conor McGregor, mais à côté de ça, il serait pas Sean O'Malley aujourd'hui s'il n'avait pas fait ça. Et in fine, il donne une interview en disant les gars, je me suis perdu, faut que je me recentre là-dessus. Fait réfléchir. Ouais, et puis s'il dit ça, c'est qu'à un moment, il a compris que le coup, il était plus important que le gain pour lui. Alors, le gain financier, il est génial, tout ça, ce que tu veux. Mais en tant que combattant, là, il commence à se rendre compte que la balance, elle est déficitaire, tu vois. Donc, faut se rapprocher de ce qu'il est. Aspinall, c'est un mec qui est né dans le game, comme vous l'avez dit. C'est un mec, il fait du grappe depuis qu'il a 3 ans, ce que tu veux. Quand il avait 18 ans, il faisait des compètes de grappe. Il commençait peut-être le MMA amateur. Cyril, il faisait des smatchs dans son terrain de basket vers chez lui, tu vois. C'est comme ça. Les parcours sont différents. À la fin, comme dirait The Rock, it doesn't matter. Vous êtes tous les deux dans la cage. Ton parcours d'avant, d'après, vous êtes au même niveau, au même moment. Voilà. L'attitude Bon Gamin, c'est un truc qui, c'est vrai, il a depuis le début de sa carrière et c'est quelque chose qui ne le quitte pas en fait. Et justement, ce personnage, Anto, il veut pas le quitter parce que c'est lui-même. Il a pas de personnage. C'est le personnage qu'on voit, c'est le personnage qu'il est. Et c'est vrai que pour avoir pu le rencontrer à de nombreuses reprises dans des interviews, dans des émissions, etc., c'est vrai qu'il est comme ça. Et il l'était au tout début. Je me rappelle. Donc quand il commence à péter un petit peu, 2019, on avait déjà une émission MMA Center avec Thomas Desson ici chez RMC Sport. Il venait, mais c'était le même que
que maintenant. Et déjà, il faisait confiance à Fernand Lopez en disant bon bah vas-y, tu gères ces trucs-là pour moi, tu connais mieux le game que moi, je te suis, je te fais confiance. Et en fait, il a pas changé, c'est resté le même. Alors l'interrogation que je mettais au début de cette intervention, ce que je demandais à Baba, mais voilà, est-ce que cette prépa aujourd'hui qu'il a faite, ça va être la bonne combinaison d'un Cyril Gane un peu détaché avec une prépa un petit peu plus intense que ce qu'il a fait précédemment. Mais il a changé plein de choses en plus, c'est que on a enfin avec ce que le film ont été tournés, les équipes du film, il est vraiment parti. Il est parti de chez lui. Il n'y a pas eu de camp d'entraînement. Enfin, il y a eu des entraînements à Paris, mais le camp d'entraînement, c'était. C'est quoi, 8 semaines, je crois. Il est parti 8 semaines. Ouais, il n'est pas rentré. 2 mois totalement isolé à Dubaï. Oui, il n'est pas rentré. Donc oui, il y a le délire de il y a des jeux vidéo. Il se prend pas trop au sérieux. Ok, mais il est quand même parti 8 semaines s'entraîner là en camp d'entraînement à Dubaï. Full training, il a ramené tout le monde, il a ramené Regreg, il avait même ramené un poids lourd qui combat sur la même carte où il a combattu au PFL, un autre poids lourd qui avait combattu au PFL aussi, qui a gagné d'ailleurs très rapidement au premier round. Il a toujours pris ses prépas très au sérieux. C'est juste que les images qu'on a vues, c'est quand il a joué à FIFA sur Club Pro ou une image où il est en train de danser. Ouais, mais c'est les images qu'on a voulu te montrer. Ah, et puis c'est tout. On voit quand il joue, il a précisé Club Pro et tout. Tu vois, allez, gars, en ce moment, je suis fort. mais c'est aussi ce qu'on a interprété après la défaite. Oui, parce que s'il avait joué aux jeux vidéo et gagné, on aurait dit mais regardez ce génie, c'est quoi cet ovni? Ou alors on aurait dit mais le mec il joue, il est détente et il bat John Jones 2 jours après. Incroyable. En fait, c'est des trucs qui changent complètement. Tu changes ton prisme en fonction du résultat. Oui, parce que la première photo, t'as Messi qui dormait avec la Coupe du Monde, Cyril Gane il mettait la ceinture et il jouait à FIFA à côté. Enfin, c'est toute une autre histoire. Alors qu'en fin de compte, tu peux pas douter que c'est un mec qui s'entraîne. Maintenant, est-ce que tu vas avoir des lacunes? Est-ce que tu peux travailler différemment sur tes lacunes? Évidemment. Mais pour moi, c'était un faux procès. Reprocher l'intégrité de Cyril, et je parle d'intégrité sportive, c'est le plus important, c'est-à-dire de ne pas prendre de raccourcis, t'entraîner 2 fois par jour, t'entraîner 6 jours par semaine, aller courir, aller faire ton drill, etc. Son intégrité sportive, et vu le coach qu'il a, alors à mettre en question, j'ai toujours trouvé ça moyen, moi. Le coach, alors Fernand Lopez, il y a aussi une interview qui est disponible de Fernand sur RMC Sport Combat sur YouTube. C'est toujours ça c'est aussi un même schéma qui se reproduit et qui met Cyril dans des chaussons en fait, et c'est ce qu'il aime, je pense. C'est qu'il absorbe la lumière. Fernand, c'est lui qui envoie les punchlines, c'est lui qui va un petit peu au front pour on va dire vendre le combat sur le côté un peu croustillant, et il continue à faire ça, et ça pour le coup ça n'a pas changé. C'est Mourinho, je crois qu'on l'appelait Mourinho du MMA. Pardon, Lopez. C'est vrai. Et en fait, c'est quelque chose qu'il fait pour retirer de la pression à ses gars. Ça fonctionne plutôt bien. C'est quelqu'un qui accepte d'avoir la pression sur ses épaules, c'est quelqu'un qui accepte de se faire vanner, terminer, appelle ça comme tu veux, et il le fait à sa manière, bien, pas bien, chacun sera juge, et puis chacun aussi décidera si ça a fonctionné ou pas fonctionné. En tout cas, lui, il le fait. Maintenant, moi, de ce que je sais du milieu, tu peux penser ce que tu veux de Fernand Lopez, chacun a son opinion, c'est quelqu'un qui est clivant, donc tu peux l'aimer, tu peux ne pas l'aimer. Moi, je sais que dans le domaine de la prépa sportive, c'est un des mecs les plus diplômés qui existent aujourd'hui dans notre pays. Ça, c'est clair et net. Il a eu tous les diplômes, que j'en ai passé 2, lui je crois qu'il en a 15, tu vois, donc il y a de la route. Donc il connaît son métier, et le fait est qu'il ramène encore un gars à ce niveau-là de compétition. J'allais dire, c'est aussi des diplômes validés par des résultats derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fonctionne, et voilà. Maintenant, on peut aussi, il y a le volet différent, où il y a pas mal de mecs qui sont partis du Factory. Et donc, il y a des questions à se poser aussi. Pourquoi les mecs sont partis? Pourquoi finalement il ne reste plus que Cyril, Jordan et quelques autres? Tout ça, c'est des débats qu'il faudrait avoir avec lui, et qu'on serait ravi d'avoir avec lui. D'ailleurs, il vient quand il veut. Enfin, on en discute avec lui, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, moi, je pense que le travail, il est fait. Ça fonctionne pas. Tu peux pas tout remettre en question. Le travail, tu vas faire ce que tu peux toi en termes de possibilités. Après, si le résultat ça passe ou ça casse, c'est du combat en fait. C'est un mec qui fait la même chose que toi en face, qui se prépare pendant 8 semaines comme toi, qui a 2 bras, 2 jambes comme toi, et qui est fort. Et voilà, il peut gagner. Mais t'as l'interview de Cyril Gane qui est aussi sur notre YouTube RMC Sport Combat. Tu le sens dans la manière dont il parle. C'est un peu à la même manière que Topuria disait pourquoi je suis tellement confiant dans mes combats, parce que j'ai mis tout en place du premier jour jusqu'au dernier jour pour que tout se passe bien. Que ce soit moi, mon équipe, mes entraîneurs, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour réussir. Si je perds, c'est juste que le mec d'en face,
a fait juste mieux que moi. Mais à partir du moment où j'ai fait mon maximum, je peux rien me reprocher. Ouais, et c'est vrai que ça, Cyril Gane, c'est ce qui met aussi tout le temps en avant. En fait, il a pas. Alors, il s'est quand même excusé après. Là, je pense qu'il avait quelque chose à se reprocher. Il a dit, quand il dit instinctivement j'ai déconné, forcément, c'est qu'il se remet aussi en question à ce moment-là. Il dit là, j'ai des trucs à me reprocher quand même. Finalement, sur les 3 dernières années là, pour Cyril Gane, il a battu Tuivasa, il a battu Spivak, il a battu Volkov. Est-ce que c'est suffisant pour aborder le défi qui l'attend là contre Aspinall? C'est une bonne question, mais le problème, c'est que c'est la situation. C'est la réalité de la situation, en fait. Donc, il va falloir faire avec. Est-ce que c'est suffisant ? Moi, je pense qu'en tant que combattant, intrinsèquement parlant, c'est suffisant. Maintenant, si tu regardes la qualité de l'opposition, tu peux te poser des questions, c'est vrai, et tu as raison de la poser. Tu peux te dire que peut-être c'est pas assez suffisant en travail préparatoire, mais ça reste un combattant de très grand talent. Et c'est un talent qui vient de travailler de manière acharnée là, pendant 2 mois. Donc, c'est un bon cocktail. Et je pense que ça peut suffire. Est-ce que, comparativement à ce qu'il avait fait en début de carrière, parce que c'est avec le run, avec cette victoire d'affilée pour arriver jusqu'à Ngannou, il bat Derek Lewis, qui était une machine à KO, il bat Jairzinho Rozenstruik, il bat un ancien champion, il bat Junior Dos Santos. Est-ce que là, ces 3 dernières années, comment tu les analyses, toi, dans la cage pour Cyril Gane ? Il a pris tous les mecs qu'on lui a donnés. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça en fait. C'est la situation. C'est la situation. C'est à partir du moment où même Jayton Almeida disait oui. J'ai demandé Cyril Gane, Blades aussi, j'ai demandé Cyril Gane. Je pense croire quand même que Cyril Gane ne refuse pas de combat. Dans cette catégorie, Blades il lutte, Blades il prend des KO aussi. Hein. En plus, je vois pas de menace dans cette catégorie des poids lourds pour Cyril Gane. Hein. On peut parler de Pavlovich aussi. Cyril Gane déjà avait un combat de prévu contre Pavlovich en 2020 pendant le Covid, donc déjà il avait pas refusé le combat. Et je pense qu'il l'aurait pris aussi. Il n'y a pas de menace dans cette catégorie des poids lourds. Les plus forts, c'est Volkov, Aspinall. Moi, je pense qu'on me donne, je gagne ou je perds. Et puis voilà, après, je pense que déjà, dans ses sparring partners à Dubaï, oui, là, il est préparé. Là, il est préparé pour ce que va être le défi Aspinall, parce que Regrug, quand il est sur toi, Malikin le sait, hein, tu bouges pas. Ouais, c'est dur. Alors justement, ça nous amène aussi vers le game plan qui pourrait être adopté et qui devrait être adopté. On a fait l'émission La Carte avec Antoine et Taylor. Si on dit que Thomas Aspinall pourrait se retrouver sur Cyril Gane, c'est que du coup il adopterait une tactique de vouloir aller coller, d'essayer peut-être de l'amener au sol. En l'occurrence, Antoine et Taylor, eux, vont plutôt miser sur le fait que Aspinall essaye de surprendre comme il a l'habitude de le faire dans les premières secondes, avec une grosse explosivité plutôt en striking. Est-ce que c'est aussi à ça que tu t'attends, Baba, sur ce combat ? Oui, bien sûr. Quand quelqu'un te montre qui il est à plusieurs reprises, il faut le croire. Il faut comprendre que c'est cette personne. Si Aspinall, c'était un mec qui shoot le double leg au bout de 10 secondes et qui travaille dessus, ok, on comprend. Non, les takedowns qu'il a réalisés contre Arlovski par exemple, c'est du takedown en se disant là il est contre la cage, il me présente le truc, j'y vais, je le termine. Contre Volkov, c'est contre Volkov qui gagne. Il le soumet. C'est pareil, c'est un peu plus de l'opportunité, tu vois. Exactement, et c'est une superbe action d'ailleurs. Le retrait du buste et l'esquive latérale, magnifique. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est spontané, qui est très spontané. Maintenant, je crois pas que ce soit un game plan. Il a dit contre Pereira, il le ferait. Parce qu'il est pas bête non plus, quoi, tu vois. Il dit j'ai pas envie de prendre le crochet du gauche, donc je cours dans les jambes et je le tacle. Ouais. Je crois pas qu'il fera ça contre Cyril parce que il doit croire qu'il a plus que ses chances contre Cyril debout, qu'il a ses qualités à faire valoir et ses qualités, c'est l'explosivité, c'est la vitesse. Maintenant, c'est la première fois qu'il aura un poids lourd en face de lui qui est au minimum aussi rapide et aussi explosif que lui. Au minimum. Je crois que Cyril est peut-être un peu plus rapide que lui-même. Ouais. C'est bien que tu parles d'opportunisme, parce que c'est ce que j'ai noté un peu comme pour ceux qui suivent le catch, Edge à la WWE, dès qu'il a une porte, une fenêtre. C'est mon regard de je suis perdu, mais vas-y. Ouais, moi aussi, ouais. Du coup, j'ai pas vu le tien, mais je pense qu'on a le même. Peut-être que dans les commentaires ou ceux qui écoutent, ils auront la ref, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il a une opportunité, une fenêtre, il y va. Okay. C'est souvent quand tu vois les finishes qu'il donne, quand tu regardes, c'est un peu, je mets des gros guillemets, précipité. C'est comme Manon a pu faire le finish contre Jesus Davicius ce week-end. On voit que c'était très posé. Elle l'a touché, elle a vu que Jesus Davicius dansait. Ok, on va l'attraper au clinch. Contre Pavlovich, il le touche,
Il voit qu'il vacille un peu, mais il y va tout de suite. Mais vraiment, comme pour dire, faut que je le termine maintenant, c'est le moment. Sinon, il n'y aura pas d'autre moment. Contre Blades, c'est pareil. Et c'est pour ça que je me dis, contre Gann, oui, donc, oui, si tu l'éteins sur une frappe, ok. Mais attention à ne pas te jeter parce que Cyril Gann, il contre. Et il y a cette histoire de contre que faudrait mettre aussi en avant. S'il arrive par exemple à contrer dès le début, à se faire respecter, tu vois, dans les premières secondes, Cyril Gann avec un Thomas Spinal qui va aller tout droit, est-ce qu'il pourrait changer un petit peu son fusil d'épaule, Thomas Spinal, vous croyez, réadapter un petit peu sa stratégie, ou alors continuer sur ce style qu'il a développé et qui a été le sien et qui l'a amené jusqu'au titre des poids lourds, mais est-ce qu'il changerait un petit peu sa manière d'agir, tu crois? C'est toute la question. Il n'y a personne qui l'a forcé. À aujourd'hui, il n'y a personne qui a forcé Thomas Spinal à changer son fusil d'épaule, à changer son game plan en cours et de se dire ok, ça fonctionne pas, je vais essayer autre chose. Jusqu'ici, il n'a jamais eu besoin de le faire. Ça pourrait être différent avec Cyril ou pas, on verra. Ça se trouve, ici, il arrive, il le met KO en une minute. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Bon, bah, c'est ce genre de gars qui est à Spinal. Maintenant, il y a cette possibilité-là de contre dont Anthony parle. Moi, j'y crois, mais un peu plus tard dans le combat, en tout cas. Je pense aussi que la première barrière pour un mec comme Aspinall, ce serait d'avoir un combattant qui se déplace aussi bien que Cyril et dès le début du combat. C'est-à-dire que Cyril, c'est pas un mec qui va rester juste en face de Tom comme ça à attendre de se faire frapper en fait, à attendre qu'un mec il explose sur lui. Cyril, il se déplace très bien à la fois en ligne, à la fois latéralement. Il sait très bien combattre dos contre la cage, il sait combattre en reculant. Il a montré contre Francis qu'il pouvait tourner autour de toi et te rendre dingue. Et toi, t'es jamais à la distance où tu peux le toucher. C'est type qui fonctionne très bien quand il a envie de les envoyer vite. Donc il y a toute une panoplie que Cyril il a qui va être très importante. Maintenant, le défi pour Cyril, ça va être de ne pas faire contre John Jones. C'est-à-dire de se jeter de plus loin de la distance, d'être sur une distance longue, de se jeter en explosant, parce que Aspinall est tout à fait capable de faire ce que Jones a fait, c'est-à-dire d'esquiver assez facilement parce qu'il a des très bons réflexes, mettre les mains sur Cyril et là on est sur un autre type de combat, tu vois. Mais c'est quand même, Cyril Gann, c'est un mec qu'on n'a jamais vu reproduire 2 fois les mêmes erreurs. Contre Ngannou, bah voilà, la lutte n'était pas assez travaillée, ça a été assumé derrière et du coup il s'est fait prendre là-dessus, mais quand il perd contre John Jones, c'est pas tout à fait le même type d'erreur, ça se joue plus sur la longueur face à Ngannou, mais moi je pense qu'il a été capable d'apprendre de ces deux défaites qui l'ont marqué et surtout de faire en sorte que ça ne se reproduise pas de la même manière. Et là, quand on a entendu justement les échos, Romain Pougeot, Pierre Cachera qui était à Dubaï avec Cyril, il y a vraiment ce truc où là il est dans un mindset différent. Là où normalement ça rigole avec Fernand Lopez, il y a des vannes, etc. Là on rigolait quand l'entraînement était terminé, mais par contre pendant l'entraînement on était très focus. Donc c'est là où il y a ce qu'on disait tout à l'heure sur la personnalité de Cyril. Il y a ce côté très détente et à la fois il y a ce côté, et donc je pense que techniquement ça va se ressentir aussi dans ce qu'il va faire dans la cage samedi soir contre Thomas Spinal. Est-ce que si le combat dure, c'est forcément à l'avantage de Cyril d'après vous? Bah justement, c'est ce que j'avais noté, c'est les premières minutes. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur la responsabilité défensive parce que Aspinall, je rejoins Baba. Ça a marché pour l'instant, il va pas changer. Il y a personne qui l'a forcé à changer son game plan. Responsabilité défensive et faire sortir Aspinall de sa zone de confort, c'est-à-dire après le deuxième round. Donc oui, tu me diras, faut survivre contre Aspinall les 10 premières minutes, mais il fallait aussi survivre contre Ngannou. Chose qu'il a très bien faite avec les déplacements latéraux, ce que tu disais. Et au-delà de survivre, il a gagné les 10 premières minutes. Oui, il a gagné les deux. Et il y a des questions sur le cinquième round. J'ai noté, et Baba, tu me diras si tu es d'accord avec moi, laisser Aspinall gérer l'intensité tant que toi, tu gères le rythme du combat. Oui. C'est que tout ce que Aspinall va faire, faut que ça lui coûte en énergie. Faut vraiment qu'il rentre dans une zone où il est dans l'inconfort. Il est en dépense et il fait « Mais attends, j'ai jamais connu ça en combat. Qu'est-ce que je fais ?» Là, il faut vraiment qu'il soit perdu, Thomas Aspinall. Et je pense que vraiment, Cyril a toutes les armes pour faire ça. Et peut-être même, on peut le voir aussi physiquement, mais prenez-moi pour un taré. Parce que, ouais, je commence comme ça, c'est dur. Mais j'ai l'impression que dans les rushs qu'on voit avec quand Romain Pougeot, Pierre-Henri Cachera qui sont partis filmer, j'ai l'impression que Cyril Gann, même physiquement, il a changé. Le corps, le CORE, j'ai l'impression au niveau de tout ce qui est base abdominale, grand rond, dorsaux, ça s'est développé. C'est un peu plus travaillé et un peu plus musclé. Ça veut dire que ça a travaillé la lutte fort.
mais très fort. De toute façon, on le sait, hein, vu les sparring qu'il a eu, on sait qu'il a travaillé en lutte. Moi, je pense aussi que physiquement parlant, il s'est un peu étoffé. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, hein, par rapport aux 2 dernières années. Maintenant, ouais, je suis plutôt d'accord. Moi, c'est le game plan que j'ai en tête. Pour moi, si j'étais dans son coin, oui. Moi, je jouerais sur le long. Je jouerais sur le long terme. Et je jouerais sur le faire beaucoup rater Aspinall. Mais il faut pouvoir le faire rater sur le striking. Ça, moi, je pense que Cyril est plus que capable de le faire. Et surtout, il faut le faire se poser des questions sur les premières phases de grappling. Moi, je crois qu'il y aura la phase de grappling. Je crois qu'il y en aura. Et le but du jeu, ça va être de pouvoir soit se relever rapidement, soit en tout cas bloquer les tentatives de Tom si jamais ça devait en arriver là et que Tom arrivait à avoir des positions favorables. Donc je vois pas Cyril tout d'un coup se transformer en gars qui va seek and destroy, qui va arriver, qui va dire non, je vais mettre sur le pied avant, je vais lui arracher la tête tout de suite. Je crois pas. Et donc il faut jouer sur ce que sa personnalité à Cyril à l'UFC, c'est celle-là, c'est de se dire ok, je vais gérer mon temps, je vais gérer mon espace, je vais le rendre fou d'abord, tout en touchant à distance, de loin, avec mes jambes, avec mes tips, avec mes low kicks. Moi je pense que c'est une part très importante du combat. Je pense qu'il peut lui bourriner les jambes, sachant qu'Aspinall a eu ce problème-là au genou il y a quelques années maintenant. Donc il y a pas mal de choses à faire techniquement pour Cyril, travailler derrière son jab, etc. C'est des choses qu'il sait faire. Par contre, il faudra avoir de l'impact. Le but, ce sera de lui faire mal quand même relativement vite dans le combat. Et sachant que par rapport à ces enjeux qu'on est en train d'exposer, mais je pense que c'est plus facile pour Cyril de travailler un point comme la lutte, par exemple, que pour Tom Aspinall de travailler le fait de pouvoir être plus endurant et d'être efficient pendant 5 rounds, par exemple. Ça, c'est plus un truc qui se fait sur l'expérience de combat, justement. Ouais, même si tu as des gros sparring, ça va pas reproduire exactement ce que tu vas vivre dans la cage sur un gros numéroté comme ça, non ? Non, c'est pas pareil. Plus intéressant ce que tu dis, parce qu'on sait tous qu'il est très ami avec Rico Verhoeven, qui est le champion dominant du Glory depuis 10 ans maintenant. Ils font beaucoup de sparring, ils font beaucoup de choses ensemble, ils sont tous les deux très athlétiques. C'est des questions qu'on se pose. Personnellement, j'ai pas trop de doutes sur la capacité d'Aspinall à faire 5 reprises. Si on parle brut en termes de cardio, en termes de disponibilité physique, je pense que c'est ce genre de poids lourd-là. Il est capable de le faire lui aussi. Par contre, les informations dont tu parles en termes d'expérience, c'est là où ça va être plus intéressant. Comment tu réagis quand tu prends un coup dans la 4e reprise alors que tu es fatigué ? Comment tu réagis alors que tu as lutté pendant 1 minute, 2 minutes, que tu n'as pas réussi à avoir l'effet escompté, que tu dois te relever, que tu dois recommencer à striker ? Il y a ces choses-là que tu vas peut-être subir un peu à l'entraînement, mais avec la pression du combat, avec les lumières, avec un poids lourd qui est différent des gars que tu as affrontés, c'est autre chose et c'est quelque chose qui reste à l'avantage de Cyril aujourd'hui. Faut quand même cette stat, hein. Il a pour des mecs qui ont disputé minimum 5 ou 10 combats, je sais plus, mais il a le temps effectif de fight le plus court de l'histoire de l'UFC, Tom Aspinall. Je crois que là, c'est 2 minutes et 2 secondes de moyenne par combat. Donc c'est super. Gall, c'est 7 fois plus. À la fois c'est très fort dans un sens et à la fois c'est ça qui pourrait être aussi la faille à exploiter pour Cyril Gane. C'est ça qui est intéressant. C'est une question en tout cas à se poser. Maintenant, il faut toujours la lire dans le sens positif pour Aspinall. S'il a réussi à faire ça, c'est que c'est un putain de combattant, pardonnez-moi l'expression, et que c'est un danger pour Cyril. C'est un gros. Le début de combat est un très gros danger pour Cyril Gane. Très gros danger, donc forcément je pense que ce sera le mot de fin pour ce RMC Fighter Club, parce qu'effectivement Tom Aspinall va être un énorme danger et c'est normal, c'est lui actuellement le champion chez les poids lourds à l'UFC. Les gars, merci beaucoup, merci Baba, merci Anto. On va essayer de proposer un épisode spécial sur Tom Aspinall dans la semaine, notamment avec Romain Pougeot, notre reporter qui est déjà sur place à Abu Dhabi, et puis peut-être avec Amin Mohamed aussi qui est allé en Angleterre pour rencontrer Tom Aspinall et donc nous livrer un petit peu son ressenti par rapport à la préparation de l'anglais. Merci à tous les deux les gars encore, c'était un plaisir. On se retrouve très vite dans le RMC Fighter Club. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Kylian Verov à la prod, à Julie Deroux à la réalisation, à Laurent Duplot et à Arthur Robert. Et puis comme d'habitude, si vous voulez nous suivre, likez, commentez, abonnez-vous sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Merci encore d'avoir été avec nous et à très vite dans le RMC Fighter Club. Ciao. RMC Fighters Club.